Bonjour, quatrième cours de culture scientifique, deuxième partie. Donc, une histoire de la révolution scientifique au XVIIe siècle, l'éruption de la méthode scientifique, Copernic, Brahe, Kepler, Galilée, etc. La mécanique newtonienne, eh bien sûr, elle rassemble les travaux donc, de Copernic, Brahe, Galilée, Kepler, Newton. On va d'abord parler de la révolution copernicienne, du géocentrisme à l'héliocentrisme. Nicolas Copernic, moine dominicain, je crois, donc dans le monde religieux, mais qui a voyagé dans toute l'Europe, c'était quelqu'un d'assez aisé, polonais, et qui va donc nous laisser un livre, qui est très célèbre, un des livres les plus célèbres des sciences, qui va passer d'un système dans lequel on pensait que la Terre était au centre, et maintenant c'est le Soleil qui est au centre dans sa pensée. Ça n'a pas été un grand observateur du ciel, mais ça a été un théoricien, quelqu'un qui a réfléchi, et qui sort ce livre donc en 1543 de la Révolution des orbes célestes. Alors dans ce petit film, on voit le passage d'un système à un autre. Donc pour Copernic, tous les corps célestes ne se déplacent pas autour des mêmes centres, tout ne tourne pas autour de la Terre. La Terre n'est pas le centre de l'univers, le Soleil est le centre de l'univers. La distance Terre-Soleil est négligeable devant la distance étoile-Terre, c'est nouveau et c'est pas faux. La révolution apparente annuelle du Soleil est due au fait que la Terre, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil et donc que les étoiles sont fixes. C'est faux. Il y a un léger mouvement au cours du temps des étoiles, mais c'est déjà pas mal. La preuve de l'immobilité de la Terre autour du Soleil à cause du problème de la non-observation de la parallaxe des étoiles jusqu'à la première mesure de la parallaxe des étoiles au XIXe siècle. Oui, en fait, Galilée, lors de son procès, ne va pas pouvoir se défendre autour de cette idée qu'il a adhéré à l'idée de Copernic, bien sûr, que la Terre tourne autour du Soleil. Ben non, nous n'avons pas de preuve à cette époque-là. Il faudra attendre le XIXe siècle et la parallaxe des étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La position d'une étoile proche par rapport à celle des étoiles lointaines change quand elle est observée à différents moments de l'année. Donc, on voit, vue de la Terre, une étoile lointaine. Donc, lorsque la Terre est dans cette position autour du Soleil, sur sa trajectoire elliptique autour du Soleil, eh bien, on voit une étoile proche de nous sur le fond des étoiles fixes, on la verra à ce point-là. Mais lorsque la Terre, 6 mois plus tard, a tourné autour du Soleil, elle est ici, eh bien, on verra cette étoile dans une autre position sur le fond des étoiles fixes, entre guillemets. Au cours d'une vie humaine, les étoiles ne bougent pas. Et eh bien ça, c'est la preuve de la rotation de la Terre autour du Soleil. Mais il faut un télescope très très puissant, précis, pour mesurer ce tout petit angle. Et en fait, la parallaxe, c'est l'angle. Et il est tellement petit qu'on n'a pas pu l'observer avant le 19e siècle. Donc la parallaxe est la moitié de l'angle correspondant au changement de position de l'étoile observée après 6 mois d'intervalle. La première mesure d'une parallaxe d'une étoile fut réalisée en 1838 par Frédéric Bessel. Une remarque importante, l'équivalence des systèmes du monde de Ptolémée que nous avions vu la dernière fois et de Copernic pour expliquer la rétrogradation de la planète Mars. Bien sûr que le grand problème de cette époque, c'est la rétrogradation des planètes. Donc, vu de la Terre, on se rend compte que Mars tourne dans un sens autour de la Terre, puis comme si ce sens changeait et revient en arrière, la planète revient en arrière et repart. Donc Ptolémée nous avait laissé l'idée des déférents, des épicycles, épicycloïdal, un mouvement épicycloïdal sur ces sphères de cristal. À l'époque, on pensait que les planètes étaient coincées sur des sphères de cristal et que Dieu avait lancé tout ça en rotation autour de la Terre pour Ptolémée. Et Copernic, lui, lorsqu'il met le Soleil au centre, bien évidemment, c'est plus simple à expliquer, c'est simplement lié aux vitesses différentes de rotation des planètes comme Terre-Mars. Toujours une remarque importante pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque, le procès de Galilée, l'héliocentrisme, une théorie en contradiction flagrante avec la Bible. Et oui, dans la Bible, dans le livre de Josué, il y a marqué le soleil se tint immobile au milieu du ciel. Tiens, il bouge. Dans l'Ecclésiaste, le soleil se lève, le soleil s'en va, qu'on continue à dire, ce qui est faux. Il se hâte vers son lieu et là il se lève. Donc effectivement, cette idée était difficile pour contrecarrer ce qui avait marqué dans la Bible, c'était difficile de s'exprimer. Donc Tycho Brahe va être un des plus grands observateurs du ciel à l'œil nu, c'est un Danois qui a vécu au XVIe, et qui va nous laisser des mesures de position des planètes extrêmement précises, la mesure du monde. Il va observer une nouvelle étoile, donc ça on pense que selon la pensée d'Aristote, le ciel est immuable, il ne peut pas y avoir de mouvement dans le ciel, et pourtant, une comète, tiens, qui bouge, qui traverse, comme si elle pouvait casser les sphères de cristal qui supportent les planètes. Pourquoi les planètes ne tombent-elles donc pas si la comète, passe à travers? C'est bizarre, quoi. Et en 1572,
Tycho Brahe aperçut dans la constellation de Cassiopée une étoile éclatante qui ne s'y trouvait pas auparavant, ce qu'on appelle une supernova aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est étrange dans le ciel. En 1576, après cette observation, Brahe reçut du roi du Danemark des crédits pour construire un observatoire sur l'île de Ven, qui a été détruit depuis, je suis allé voir, équipé des meilleurs instruments de son époque, et nommé Uraniborg, ce qui va lui permettre de faire des mesures extrêmement précises. La fameuse comète de 1577, un petit film qui nous montre la dimension de ces appareils, qui était assez monstrueuse. Il a été capable de faire des appareils beaucoup plus précis que ce qui existait à son époque. Une représentation du monde de Brahe qui est étonnante, qui est entre les deux, entre le géocentrisme et l'héliocentrisme, avec cette nouvelle idée de Copernic à son époque. Et donc on voit la Terre qui est au centre, la Lune qui tourne autour, le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais les autres planètes, les 5 planètes connues à l'époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, tournent autour du Soleil. On sent qu'il est entre les deux, quoi. Alors il y a une fameuse histoire où Kepler le rejoint à un moment donné de la vie de Kepler qui est assez rocambolesque. Lui, Kepler était dans les États protestants et il devait travailler pour vivre. C'était quelqu'un qui était pauvre, contrairement à Brahe qui était un prince danois. Et lui, il s'acoquine avec des princes et donc il passe dans des États où c'est les guerres de religion, catholiques protestants, c'est cette époque-là. Et donc il a une vie assez incroyable. Les 3 lois de Kepler, un premier pas vers la compréhension de la mécanique céleste. Galilée, c'est la mécanique terrestre. Donc là, j'ai scanné un document dans lequel on voyait cette vie incroyable de Kepler. Vous voyez, les luthériens sont... Alors bon, il naît en 71, de famille très modeste. Sa mère est curieuse et donc lui montre des objets dans le ciel. Donc il a une bourse d'études. Il y avait un prince qui offrait des bourses aux gens pauvres. Il est fasciné par l'idée de Copernic. Et en fait, il est appelé comme mathématicien. Souvent, ces gens devenaient professeurs de mathématiques à l'université. Et pour vivre, il fait des horoscopes. On a des écrits de lui, il ne croit pas du tout à ce qu'il fait. En 1596, donc il est en 71, il est jeune, il a 25 ans, il fait publier le mystère du cosmos. Donc ça y est, il a tout compris. En fait, il reprend les polyèdres de Platon, il place les planètes, les sphères à l'intérieur, et il se dit, voilà comment Dieu a construit le monde. Donc, alors, vous voyez les polyèdres, octaèdres, icosaèdres, dodécaèdres, tétraèdres, cubes, c'est incroyable, quoi. Voilà comment il voit le monde. Bon, les mesures vont arriver et il s'avère que non, c'est faux. Alors il était sur Astronome Astrologue, dans ce petit film on voit des éléments de sa vie. Donc il publie en 1609, donc là il aurait 29 plus 9, 29, 9, 18, donc il aurait 38 ans. Il publie La Nouvelle Astronomie qui contient ses 2 premières lois. Donc toujours avec des titres assez incroyables, La Nouvelle Astronomie, donc la loi des orbites, la trajectoire est elliptique et le Soleil est un des foyers de l'ellipse. La loi des airs égales sont balayant des temps égaux. Donc l'orbite de la Terre, voilà ce que ça donnerait. Les vitesses, évidemment, au cours de la rotation de la planète autour du Soleil, sont différentes. N'oubliez jamais que l'ellipticité de la trajectoire des planètes est très faible. Par rapport à 1 pour le cercle, on a 0,99998. C'est extrêmement faible. Donc sa vie continue, les luthériens, etc. sont chassés, donc il s'est marié, je crois que sa femme est décédée, tu vois, ici sa femme Barbara et ses 2 de ses fils décèdent, il fait un 2e mariage, sa mère Katharina est accusée de sorcellerie, va la sortir des griffes de l'Inquisition, la guerre de 30 ans éclate en Allemagne, 3 ans plus tard, qui ne dure pas 30 ans, cette guerre de 30 ans. En 1619, il publie enfin L'harmonie du monde, qui contient sa 3e loi. Voilà, donc c'est son 3e grand livre, dans lequel il dit de l'harmonie très parfaite des mouvements célestes et de l'origine des excentricités à partir des mêmes et des demi-diamètres et des temps périodiques, il va relier ces grandeurs sur le modèle de la doctrine astronomique actuelle très correcte et de l'hypothèse de Copernic, mais contre celle de Tycho Brahe, ce modèle intermédiaire, dont aujourd'hui l'une et l'autre est ouvertement reçue comme très vraie. Voilà, venant des doctrines ptoléméennes de l'Antiquité. Donc ça c'est intéressant, parce que j'ai auguré il y a 22 ans et d'abord que 5 figures solides, polyèdres de Platon, sont rencontrés entre les orbes célestes parce que je l'ai fermement persuadé à mon esprit avant que je visse l'harmonie de Ptolémée, parce que le titre de 5e livre de cet ouvrage étant annoncé avant que je fusse assuré sur la chose elle-même, je l'ai promis aux amis, parce que j'ai inculqué par un écrit public il y a 16 ans qu'on devait se livrer à des recherches. À cause de cela, j'ai consacré aux contemplations astronomiques la meilleure partie de la vie. J'ai rencontré Tycho Brahe, j'ai choisi Prague pour résidence. C'est là où on pense qu'il va peut-être même
s'approprier les mesures de Braille. Enfin cela, par Dieu le meilleur, le plus grand, qui avait inspiré la pensée, toujours Dieu, qui avait excité un immense désir ayant prolongé la vie et les forces de l'esprit et les autres moyens pour la libéralité des 2 empereurs, des grands de cette province d'Autriche au-dessus de Lens, ayant prouvé auparavant par une mission astronomique accomplie autant qu'il suffisait, enfin dis-je, j'ai mis en lumière, et au-delà de ce que j'ai pu espérer, j'ai compris ce qui est très vrai, j'ai retrouvé parmi les mouvements célestes toute la nature de l'harmonie, aussi grande qu'elle est, avec toutes ses parties expliquées au livre 3. Non certes de cette façon que j'avais conçue par l'esprit, ceci n'est pas la dernière part de ma joie, mais par une autre très différente et en même temps très supérieure et très parfaite. C'est difficile à suivre, hein, c'est un écrit de l'époque. Les 3 lois de Kepler, on a vu les 2, la première, l'ellipticité puis des aires égales sont balayées en des temps égaux, et la troisième, qui est assez incroyable, hein, il connaît quelques demi-grands axes de la rotation des planètes autour du Soleil, quelques périodes, hein, et il place les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, en fonction, donc la période, hein, la Terre, 365 jours, et je crois que c'est 150 millions de kilomètres, hein, pour la Terre autour du Soleil. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que ce n'est pas une droite. C'est-à-dire, Dieu aurait fait ce monde avec une harmonie qui est faible. C'est pas une droite, c'est une courbe. Hein, lorsqu'on place période en fonction de distance. Donc il se dit, je vais calculer b au carré. Vous imaginez les chiffres qu'il est obligé de mettre au carré. Il n'y a pas de calculatrice, hein, évidemment. B au carré en fonction de t, ça marche pas. Il trace b au carré en fonction de t au carré, ça marche pas. Il trace b au cube en fonction de t. Et ça marche, c'est une constante, c'est une droite. Incroyable. Je crois que quelqu'un, un historien, racontait qu'il a vu dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg les écrits de Kepler, c'est 80 pages de calcul, hein, c'est monstrueux. Donc voilà le petit film qui nous permet de mieux voir ce qui s'est passé. Donc Kepler va nous laisser, hein, ces 3 équations, et puis suite aux mesures de Braille, sur le modèle de Copernic. Un petit aparté avec Giordano Bruno, hein, qui est un personnage assez étonnant, un moine dominicain, donc qui est quelqu'un qui va voyager en Europe, qui va fuir un peu l'Italie parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que l'on se dit dans le monde religieux, il est plutôt copernicien et voire même il va au-delà. Cet homme est incroyable, en 1584 il dit, alors il fait donc, c'est un dialogue entre des personnages dans son livre comme Galilée lorsqu'il va écrire ses livres. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche, hein, les planètes. Il dit, il y a d'innombrables soleils. Ce que l'on voit dans le ciel, les points lumineux, ce ne sont pas des gommettes jaunes qu'aurait collé Dieu, hein, sur un fond. Non, non, c'est des soleils et autour desquels il y a la Terre. Il n'y a qu'un seul espace général, ce qu'on appelle l'univers. En elle se trouvent d'innombrables et infinis globes, hein, donc c'est ces fameuses planètes qui tournent autour des autres étoiles. Cet espace infini, ah oui, hein, aujourd'hui la question est toujours posée, hein, cet univers est-il fini ou infini? Et les autres mondes sont habités comme l'est le nôtre. Et là, il place des habitants sur ces planètes. Donc ce qu'on appelle des exoplanètes aujourd'hui, et peut-être la vie sur une de ces exoplanètes. Nous n'en avons toujours pas de preuve. Donc, si vous allez à Rome, au Campo dei Fiori, hein, cette place sur laquelle il y a une statue de Giordano Bruno, mais vous pourrez vous recueillir devant un scientifique incroyable, quoi, qui a eu des idées incroyables pour son époque et que l'on a brûlé en place publique en 1600 à Rome. Marguerite Yourcenar va écrire un livre qui s'appelle L'œuvre au noir, hein, sur cet homme. N'oubliez pas que Marguerite Yourcenar rentre à l'Académie française en 1980 et c'est la première femme, il y a une quarantaine d'années, qui rentre à l'Académie. Marie Curie, hein, elle n'avait pas été élue, puis après elle n'avait plus jamais voulu se présenter, je vous ai raconté cette histoire. Les exoplanètes, et oui, aujourd'hui on découvre des milliers d'exoplanètes dans le ciel, hein, il y a toute une science, hein, autour des exoplanètes. Alors là, je voulais juste vous parler d'une exoplanète. Grâce au télescope spatial Kepler, une équipe d'astronautes vient de découvrir un système de 3 planètes un peu plus grandes que la Terre en orbite autour d'une étoile relativement proche du Soleil. L'une des planètes se trouve dans la zone habitable de l'étoile. Hein. Bon, voilà, il y a plein de planètes que l'on découvre comme ça. Je passe. Il y a Curiosity, hein, qui s'est posé sur Mars en 2012. Mars a été un des enjeux de la course à l'espace, hein, bon, etc., entre l'Union soviétique et les États-Unis à l'époque de la guerre froide. Voilà. Une avant-dernière information, les sondes Pioneer envoyées dans l'espace par la NASA en 1973 pour observer Jupiter et Saturne ne répondent plus, mais les sondes Voyager 1 et 2 envoyées dans l'espace par 1977 pour observer les planètes externes. Voyager 1 vient de sortir du système solaire et on est toujours en contact avec elle. On reçoit des informations du monde intersidéral, on dit, hein, entre les étoiles. Alors l'infinité de l'univers, oui, cette question va arriver dans l'histoire des hommes, hein, à ce moment-là, 16e, 17e, il y a des gens qui vont se poser des questions autour de ça.
et ce qui crée quand même chez nous une angoisse, hein. Donc, ce que dit Blaise Pascal, hein, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Je vous remercie. Au revoir.